Le journal magazine de la mi-journée, c'est maintenant, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Un dossier dans cette édition, on parle de la salubrité dans la ville de Kinshasa, comment gérer les déchets qui surplantent la capitale congolaise. C'est cette problématique donc qui a fait déployer nos analystes sur le terrain. Le document est à suivre dans ce journal, mais pour l'instant, voici les faits qui font l'actualité. Encore une fois, bienvenue à ce journal magazine. C'est une visite de réconfort moral qu'a rendu le chef de l'État aux policiers blessés lors de dernières manifestations estudiantines qui se sont déroulées à l'université de Kinshasa, de l'hôpital central de référence du camp Lufungula. Félix-Antoine Tshisekedi est allé également exprimer sa compassion à la veuve et aux orphelins de l'adjudant Mahou Lusala, mort sur le campus universitaire. Suivez ces images. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le président de la République a effectué un déplacement ce samedi 11 janvier 2020 à l'hôpital central de référence de la PNC à Lingwala. À l'appel pour l'accueillir, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, la bourgmestre de Lingwala et les commandants police-ville Silvano Kassongo. Antoine Félix Tshisekedi est allé visiter les salles de soins, les laboratoires, l'ophtalmologie, la chirurgie, la maternité et les services de dialyse les mieux équipés du pays. La finalité de cette visite était de se rendre compte de l'état de santé de 28 policiers blessés lors des échauffourées survenues sur les sites universitaires de Kinshasa. Le chef de l'État leur a souhaité prompte guérison, les a félicités pour leur professionnalisme et leur a promis de suivre l'évolution de leur santé jusqu'à leur rétablissement total. Cet instant a été mis à profit pour réconforter et présenter les condoléances du commandant suprême à la veuve et aux orphelins de l'adjudant Mahou Lusala, qui a trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Avec l'argent que le chef de l'État a donné grâce au programme des 100 jours, nous avons réhabilité une bonne partie de l'hôpital. Si nous trouvons maintenant que c'est embelli, c'est grâce au programme des 100 jours du chef de l'État, la première tranche qui a été consacrée pour la police. Là, nous sommes en attente de la deuxième tranche. L'hôpital actuellement a une capacité de 150 lits. Et ici, nous avons un service de dialyse, le centre de dialyse qui est derrière moi là. C'est le centre les plus équipés de la République parce que nous avons 10 machines de dialyse et c'est le centre les moins coûteux. Nous avons fait ce que les chefs d'État nous ont demandé. Comme c'est un hôpital de la police, nous soignons aussi la population environnante. La préoccupation du commandant suprême, c'est le social du policier, le bien-être du policier. Ouais, il est venu, il a regardé, il a réconforté sur le plan moral et même sur le plan financier, il a réconforté. C'est un message à tous les policiers, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, le président de la République avec eux, le gouvernement avec eux, ils ne seront jamais délaissés. Cette première visite du père de la nation a été perçue dans l'opinion comme un réconfort moral pour tous les hommes sous les drapeaux envoyés dans les foyers de détention et les points chauds avec mission régalienne de remettre de l'ordre, rétablir la paix et protéger la vie des personnes et leurs biens. Vers une solution dans la perception de l'impôt professionnel sur les rémunérations, le vice-premier ministre du budget Jean-Baudouin Maillot a réuni quelques membres du gouvernement pour examiner cette question jusque-là mal perçue par le banc syndical de l'administration publique. Explication Cédric Kenina. L'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, pomme de discorde entre les bancs syndicats de l'administration publique et l'exécutif national. En prévision justement de la tenue prochaine de l'atelier résidentiel qui pourra examiner avec les représentants du personnel de l'administration publique les voies des sorties pour la retenue à la source de l'IPR, les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean-Baudouin Maillot Mambeke, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Néné Koulou, la ministre de la fonction publique Yolande Bongo, les vice-ministres des Finances Guillaume Mata et celui du budget Félix Momat
ont eu une séance de travail pour éclairer certaines zones d'ombre. Les paiements de l'IPR, un devoir civique reconnu par la loi, mais qui, dans les cas de figure, nécessite un dialogue social pour son application. Une manière de maintenir un climat social apaisé. Avant cette importante séance de travail, le vice-premier ministre, ministre du Budget, s'est recueilli devant la dépouille mortelle d'un de neveux du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Dieudonné Mouloumé a quitté cette terre des hommes depuis le 6 janvier 2020. Et puis le gouverneur de la province de l'Atchopo, Louis-Marie Oualé, est actuellement à Kinshasa. L'objectif de sa mission dans la capitale, prendre contact pour une prochaine acquisition d'engins de construction destinés à sa province. Les détails avec Elie Chalakatala dans ce reportage. C'est par les routes que le gouverneur de la province de l'Atchopo, Louis-Marie Oualé Lufungula, compte marquer l'année 2020, année de l'action, comme l'a dit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, le chef de l'exécutif provincial de l'Atchopo s'est rendu dans les installations de la société Yang Congo Motors pour y apprécier la qualité des engins qui permettront l'entretien des routes avec la brigade des travaux publics qui sera mise en place. Nous avons jugé bon de pouvoir acquérir certains engins pour former une brigade provinciale des travaux publics, de sorte que nous serons capables nous-mêmes de faire les routes et d'assurer l'entretien. Parce que, comme vous le savez, il nous est difficile de faire les routes asphaltées, étant donné les prix exorbitants de ces routes. Et ainsi, nous recourons aux routes en terre. Or, étant dans une région où il pleut chaque jour, et les routes en terre n'ont que 2, 3, 4 mois de durée de vie. Après avoir analysé toute la situation, nous avons jugé qu'il est important que nous-mêmes nous puissions avoir la possibilité de faire les routes et ainsi d'assurer l'entretien de ces routes-là. Nous avons posé toutes les questions pour nous rassurer de la qualité de ces machines, de la solidité de ces machines. Un suivi régulier des infrastructures routières qui sont majoritairement en terre battue est le seul moyen de les garder en bon état face à l'abondance des précipitations dans cette région de la République. Tous les faits d'actualité diffusés sur nos antennes sont résumés, vous le savez, dans une séquence de 5 minutes. Si vous avez loupé un détail de ces informations, voici la semaine en 5. La semaine qui s'achève a commencé avec la clôture, la conférence des juridictions constitutionnelles africaines à Kampala, en Ouganda. La République démocratique du Congo y a pris une part active à ses assises par les trichements de l'un des juges constitutionnels. Les travaux, les constructions, des sautes-moutons avancent à un rythme normalement bien à Kinshasa. Au chantier des ronds-points Mandela à Gombe, les ingénieurs et autres spécialistes se sont activés cette semaine pour donner un sens à ces projets d'infrastructure avec les lancements des travaux de bétonnage, la superstructure du saute-mouton en construction. La colère des étudiants de l'université de Kinshasa s'est aussi fait ressentir au cours de cette semaine qui s'achève. Les manifestants réclamaient la baisse des frais académiques. La manifestation a dû dégénérer, bilan provisoire, plusieurs blessés et dégâts matériels. En réaction, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a appelé tous les étudiants au calme et à s'abstenir de tout comportement qui pourrait favoriser les actes de vandalisme. C'était à l'issue de la réunion des crises tenue à l'hôtel du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias David Jolino Makelele a visité les installations de Téléconsulte Congo Esperel. Question de s'imprégner, de s'assurer du bon fonctionnement de cette entreprise de télécommunications sous sa tutelle. Et aussi la redevance due à la Radio-Télévision nationale congolaise. Le sujet a également été abordé lors de la rencontre du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias David Jolino Makelele avec le directeur général de cette entreprise publique des radios et télévisions en RDC, Ernest Kabila Ilunga. Autre actualité de la semaine, les paiements de l'impôt professionnel sur rémunération fixé au taux de 15% en négociation entre le gouvernement et les banques syndicales et l'administration. En attendant l'aboutissement du pourparlers, un préavis de grève a été levé. Au cours de cette semaine qui s'achève, a eu lieu également une vague d'interpellations et d'arrestations d'étrangers considérés en situation irrégulière en vue de leur expulsion.
Après concertation avec le comité national de sécurité chargé de régler la crise à l'université de Kinshasa, toutes les activités ont été suspendues au sein de cette institution. Un ultimatum de 48 heures a été aussi donné aux étudiants résidant au home pour quitter les résidences universitaires. Un Antonov, 12 avions de transport du contingent sud-africain de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC a connu un incident lors de son atterrissage à l'aéroport international de Goma, chef-lieu, la province du Nord Kivu. Aucune victime n'a été signalée. En vue de trouver une solution idoine à la situation sécuritaire toujours tendue à l'université de Kinshasa, les responsables du comité chargé de régler cette crise se sont retrouvés autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'issue de la rencontre, quelques pistes de solutions ont été proposées. Après quelques semaines de vacances, tous les membres du gouvernement Ilunga Ilukamba ont repris du service ce vendredi 10 janvier. Le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a reçu certains d'entre eux question de recevoir les rapports afin d'orienter les actions conformément au programme du gouvernement. Environnement et développement durable. Quelques sociétés forestières ont bénéficié des certificats d'exploitation conformément au code forestier. La coordination estudiantine de l'université de Kinshasa a, au cours des échanges, exposé à la conseillère spéciale du chef de l'État en charge la jeunesse et la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelumulop, les difficultés auxquelles les étudiants de cette institution supérieure font face ces derniers temps. Ainsi s'achève cette mini rétrospective. Et pendant ce temps, les kiosques à journée n'ont pas arrêté de livrer leur lot d'informations traitées par les journalistes. Qu'ont-ils raconté pendant la semaine? Jean-Pierre Ndolo-Demazou nous en fait un petit résumé. La rencontre du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço dimanche à Benguela en Angola a fait la une d'actualité.cd paru lundi à Kinshasa. Les deux hommes d'État ont parlé de la lutte contre la corruption avant d'analyser les conséquences de la décision du tribunal provincial de Luanda de geler les comptes bancaires personnels du Congolais Syndicat Dokolo, de son épouse et de 9 sociétés dans lesquelles la femme d'affaires est actionnaire. L'armée congolaise monte au créneau et évoque publiquement le lundi dans cassinfo.ca le plan visant la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les FARDC, par la bouche de son porte-parole, le général-major Léon Richard Kasonga, se disent être au courant et suffisamment documentés sur la combine montée par les ennemis de la nation. Inquiétude relayée par le président national de l'Église du Christ au Congo, André Bakundoa Bolikabe, dans Prunel RDC.info. Selon ce dernier, les forces de sécurité et de défense de la RDC sont foncièrement infiltrées par des ennemis de la République, au point que les sacrifices consentis par les vaillants soldats des FARDC apparaissent moindres aux yeux de l'opinion. Opération Kimbopeto, un projet mort-né. Selon Politico.cd qui publie l'article le lundi, l'opération d'assainissement de la ville de Kinshasa est sans nul doute un échec cuisant pour son géniteur, le gouverneur Jean-Tini Ngobila. 3 mois après son lancement, l'opinion s'interroge sur l'impact réel de cette campagne de salubrité dans son vécu quotidien. Kinshasa se réveille mardi par la nouvelle de la manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa contre la hausse des frais académiques. Forum des As parle des casses et indique que les professeurs ont suspendu toutes les activités et exigent le déguerpissement de tous les étudiants logés sur le site universitaire. Ce qui a poussé le chef du gouvernement, selon actualité.cd, à appeler les étudiants au calme et à affirmer que les frais académiques ont été fixés de manière consensuelle. Réaction sans appel du comité de gestion de l'UNIKIN, relayé par mediacongo.net, qui a affirmé que les revendications estudiantines avaient un autre but que les frais académiques au regard des dégâts causés par les étudiants. Un travail de titan abattu par la police congolaise, affirme le journal L'Avenir, à la suite des événements de l'université de Kinshasa. Aucune bavure policière, aucune arme létale n'a été utilisée et aucun policier n'est entré dans les hommes des étudiants, affirme son commissaire provincial Silvano Kassungu. Meurtre
Mercredi, la décision est tombée après 2 jours d'affrontement à l'Unikin, rapporte cassinfo.ca. Suspension des activités sur le site universitaire, déguerpissement de tous les étudiants logés. Ce sont là les retombées de la réunion de crise présidée par le Premier ministre. Les étudiants réagissent le même jour dans un communiqué repris par actualité.cd. Ils demandent au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de faire respecter sa récente instruction académique du 15 octobre 2019 et au chef de l'État d'alléger la tâche des parents dans la facture éducationnelle. Pendant ce temps, à l'université de Kisangani, les professeurs décident également de suspendre les activités académiques à la suite des manifestations estudiantines. Les étudiants de l'université de Kisangani ayant emboîté le pas à leurs collègues de Kinshasa pour cause de hausse des frais académiques, nous dit 7sur7.cd. L'avenir livre jeudi cette nouvelle accablante. Le nombre de décès dus à la rougeole dépasse la barre de 6000 en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé sonne l'alarme et appelle à la mobilisation des fonds pour stopper l'épidémie. Les étudiants déguerpis de l'université de Kinshasa en appellent à l'implication du chef de l'État pour trouver des solutions définitives à leurs problèmes, rapporte Forum des As. Il s'agit pour eux de la question liée à leur contrat de logement. Moïse Katumbi dédie son trophée de meilleur dirigeant de club africain aux martyrs de Béni. Le président de Tout-Puissant Mazembe, notre cassinfo.ca, a eu une pensée pour les habitants de Béni, victimes des atrocités perpétrées par les présumés ADF. Voice of Congo revient sur les événements sur le site de l'université de Kinshasa le vendredi et s'indigne des images des manifestants armés de machettes. Pour ce média en ligne, ces images renforcent la thèse d'une infiltration des étudiants. 3 membres d'une même famille trouvent la mort dans l'effondrement d'un mur à Bukavu. C'est ce que rapporte le journal de Kinshasa.com. Les victimes des mineurs étaient âgées respectivement de 16, 11 et 7 ans. On boucle cette rétrospective de la semaine avec Actu30.info qui annonce le raté d'un atterrissage d'un avion militaire sud-africain à l'aéroport international de Goma. 57 passagers, tous militaires casque bleu de la MONUSCO de nationalité sud-africaine et membres d'équipage sont sortis sains et saufs. Utiliser un produit au contenant plastique appelle à un acte citoyen, celui de jeter le déchet dans la poubelle. Mais un autre problème se pose en ce moment-là, celui-là même à la base de plusieurs phénomènes. Il s'agit de la gestion collective de ce déchet. À Kinshasa, le problème est réel. La ville n'est pas du tout salubre. Comment alors gérer ce problème? Tentative de réponse dans ce dossier de Mbouya Mangala. Avec une population estimée à plus de 10 millions d'habitants, la ville de Kinshasa fait face chaque jour à des millions de tonnes de déchets ménagers. Des riverains versent leurs déchets dans les cours d'eau. Le long des artères, l'on constate des montagnes d'immondices qui gênent même la circulation. Ce tableau bien sombre suscite des interrogations sur la gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa. Les projets de l'Union européenne a échoué au simple fait que la technique qu'ils ont appliquée, ce qu'on appelle la technique d'enfouissement, est une technique déjà prohibée depuis juillet 2010 au niveau déjà de l'Union européenne. Mais curieusement, le gouvernement provincial actuel applique la même politique qui a été déjà prohibée. Donc de manière générale, nous avons 2 types de déchets. Nous avons des déchets qu'on appelle des déchets biodégradables et des déchets non biodégradables. Parmi les déchets biodégradables, nous avons tout ce qu'on peut utiliser pour le compostage, tout ce qu'on peut utiliser pour la biométhanisation, comme on le dit. Donc, tout ce que les mamans peuvent préparer chez eux, les feuilles de manioc, les foufous abandonnés, les bois qui se dégradent facilement à partir des micro-organismes. Donc, on peut les transformer, on peut donner à cela une nouvelle valeur qui peut permettre aujourd'hui à fertiliser les sols du plateau de Bateke. Si nous prenons l'autre partie qui constitue des déchets non biodégradables, nous avons le plastique, nous avons les métaux. Voilà aujourd'hui, ce sont des étrangers qui ont compris chez nous que les métaux ou la mitraille ferreuse peut faire de l'argent.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons des technologies qui font que des plastiques pareils, on peut faire, il y a des gens qui font, ils essayent dans l'isomérie, fabriquer des chaises à partir de ça. Beaucoup d'histoires on peut faire. Donc, cela démontre à suffisance que ce soit la mitraille, que ce soit des plastiques, ce ne sont plus des déchets, mais ce sont des matières que nous appelons des matières premières secondaires. C'est-à-dire, il est nécessaire aujourd'hui que l'hôtel de ville arrive à mettre sur pied un vrai plan de gestion municipale des déchets dans la ville de Kinshasa. Producteurs de déchets d'être sensibilisés et éduqués sur des problèmes écologiques. C'est à ce niveau que le travail devra commencer. Il faut décentraliser la gestion des déchets, surtout de la collecte, partant de la sensibilisation, formation, collecte des déchets jusqu'au niveau des stations intermédiaires, comme on l'a dit. Il faut vraiment les décentraliser. Dans la gestion, quand je parle de la gestion de proximité, je fais allusion à la commune. Commune, quartier, et je crois cellule et riz. En soi, ça ce sont des unités en soi fonctionnelles qui peuvent permettre le suivi de proximité et pourquoi pas la gestion de proximité. La planification, la gestion, le suivi et l'évaluation sont des grands moments dans la vie d'un projet. Le succès de l'opération Kinbopeto est un texte pour des autorités provinciales et urbaines. Déguerpissement des étudiants au home de l'Unikin. Il n'est pas exclu, vous le savez, que certains regagnent leur chambre après contrôle et vérification. Mais comment faire rapidement un contrôle si rien n'est informatisé? C'est cette question que se pose notre chroniqueur du jour, Mbouyal Mangal. Bonjour et bienvenue. Monsieur Patrick. Alors Mbouyal, vous n'avez cessé de me le dire en coulisses que la culture de l'informatisation n'est pas encore congolaise. Sur base de quel élément affirmez-vous cela? En considérant que l'université de Kinshasa, c'est la principale université chez nous, et donc c'est au niveau de la colline inspirée que l'informatique a normalement commencé, qu'il y a de grandes facultés comme la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences, la faculté de polytechnique. Rien que dans ces trois facultés, il y a des mécanismes importants d'existence des outils informatiques. Et donc, la question qui est en train d'être posée aujourd'hui, identifier des étudiants qui sont logés dans les hommes ne devrait pas se poser dès lors qu'on sait que normalement il devrait y avoir des logiciels de gestion, d'identification justement des étudiants qui sont logés au niveau des hommes. Et donc ça signifie que chez nous, l'informatique est encore un objet du spectacle, lui paraître pour exhiber, pour s'exposer devant les autres. J'existe et donc je me promène avec un ordinateur. Ça se limite là où nous avons l'ordinateur pour envoyer des mails et consorts. Ça se limite là, donc ça se limite. Il y a un seul problème que l'université de Kinshasa, gérée par un économiste de surcroît, ne soit pas à mesure d'identifier avec facilité le nombre des étudiants logés ou le nombre des étudiants tout court. Ça pose un problème. C'est que l'informatique est encore loin de nous. Et justement, Mbouyal, comme nous parlons des étudiants, je me souviens en 2019, nous avons diffusé les images d'un groupe de jeunes de l'Unikin d'ailleurs qui a réussi à mettre sur pied un logiciel pouvant faire office de valve électronique qui permettrait aux étudiants de consulter les annonces de l'université sans se déplacer. Je me demande où sont-ils passés? Ce n'est pas un problème de compétence, apparemment. Ce n'est pas un problème de compétence, mais dans ce cas, nous sommes face à un problème de volonté. Ces jeunes gens, où sont-ils passés? Quelle est la valeur, les rapports, qu'est-ce qu'ils apportent à l'université? Est-ce que l'université a-t-elle entendu leurs écoles pour les intégrer dans le processus de gestion? Mais il n'y a pas que l'université. Je vais vous donner un exemple qui vous surprend. Le pays ne compte pas plus de 2500 professeurs d'université. Encore qu'au fur et à mesure, les plus vieux sont en train de partir. Mais quelques rares, donc ils sont parvenus à soutenir leur thèse de doctorat.
vivent à Kinshasa et en République démocratique du Congo ont des difficultés de se faire reconnaître comme tels, alors que le processus a abouti au niveau du Conseil des universités, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, mais pour traverser la phase, j'ai dit, l'obstacle au niveau du ministère du budget, il y a un sérieux problème, c'est-à-dire être reconnu comme docteur et être payé comme tel. Il y a des professeurs d'université qui enseignent depuis plus de 5 ans ou plus de 6 ans, mais on continue à les payer comme assistants ou chefs de travaux, alors qu'ils sont déjà... Et ce n'est pas seulement dans le domaine universitaire, le problème oui, mais maintenant, justement, dans le domaine économique. À tous les niveaux, c'est-à-dire on ne connaît pas qui est qui. Donc on comprend que le président de la République ait choisi comme chantier la numérisation du système scolaire, de tous les systèmes congolais. Mais on n'y est pas arrivé parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Quelqu'un, docteur, reconnu comme tel par l'université, attend 5 ans, 6 ans pour avoir son salaire comme tel. Donc ça suffit. Ouais. Mais que faudrait-il faire aujourd'hui en urgence? Que faudrait-il faire pour ne pas rater il faut renforcer le mécanisme d'urgence au niveau du gouvernement, à mener des enquêtes d'urgence là où le système n'est pas encore informatisé pour pouvoir obtenir des résultats. Parce qu'il y a des dégâts. Parce que lorsqu'on demande à un professeur d'aller faire les démarches au niveau du ministère du budget, faire des démarches signifie sortir de l'argent. En réalité, c'est la corruption. C'est un mécanisme de corruption, même si le Premier ministre, par ailleurs, a donné des instructions strictes au DG, au recteur, de ne pas libérer l'argent pour les ministres, pour n'importe quelle activité. Mais, l'en-dessous, c'est que le mécanisme oblige les professeurs de verser toujours quelque chose dans le couloir des gens qui sont censés vous informatiser. Merci Mouya Mangal pour ce piste de solution. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas le cas pour l'UNIKIN parce que c'est déjà un peu en retard, mais ça compte également pour d'autres domaines de la vie. Merci pour votre intervention ce jour. Merci. Poursuivons ce journal avec ces images d'une cérémonie d'échange de vœux entre la députée nationale Henriette Ouamou et sa base. L'année 2020, une année d'action pour la République démocratique du Congo. Henriette Ouamou, autorité morale de l'Alliance pour les progrès du Congo APC, s'engage à intérioriser cette vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres et cadres de ses partis politiques. Dans cette cérémonie d'échange des vœux, Henriette Ouamou, relayant le discours du chef de l'État qui dit que l'heure n'est plus au discours mais à l'action, l'élu de la FUNA insiste sur l'objectif poursuivi par tout parti politique, celui de la conquête du pouvoir. Nous devons poursuivre les efforts déjà engagés pour consolider les grands acquis de ces dernières années. En effet, c'est en travaillant et en nous appropriant notre destin que nous pourrions à terme obtenir des résultats escomptés lors des prochaines échéances électorales. Relayons le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Car notre objectif demeure la conquête du pouvoir pour une participation effective de tous dans la gestion de la République. Ainsi, je ne saurais terminer mon propos sans renouveler une fois de plus à chacun et à chacune de vous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie familiale et de réussite professionnelle. Henriette Ouamou, autorité morale de l'APC, demande à tous les membres de son parti politique de multiplier des stratégies pour matérialiser les résolutions prises lors de ces séminaires de directives organisés du lundi 6 au vendredi 10 janvier 2020. Et avant de boucler complètement cette édition de journal, sachez que des travaux de grande envergure s'effectuent depuis un temps dans la province du Haut-Katanga. Sur ces images que vous allez suivre, nos reporters ont suivi le gouverneur de province qui a effectué une visite de différents chantiers. De portée et 10 mètres de large, le pont jeté sous la rivière Kamisepe au quartier Kalouboué, sous l'avenue Biaï prolongée, sera bientôt opérationnel. Les travaux de construction de cet ouvrage d'une capacité de 60 tonnes sont exécutés à ce jour à 90%. Le gouverneur Jacques Yaboula-Katoué s'est rendu sur place pour inspecter les travaux, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et de son ministre des Infrastructures Miguel Katembe. L'autorité provinciale a suivi des explications du directeur provincial de l'OVD de donner à Aboula sur d'autres travaux de la
la mise en place de la chaussée de part et d'autre du pont. Le premier des Haut-Katangais se dit satisfait du bon déroulement des travaux de construction de ce pont qui va relier le quartier Gambela 3 au quartier Kalouboué. Nous avons constaté qu'on a fini le pont qui a réussi avec succès. Et maintenant, l'étape qui reste, c'est juste de refaire la route sur cette partie. Et je crois que dans les 2 semaines qui suivent, nous pourrons facilement inaugurer le pont. Comme toujours, nous disons que le gouvernement provincial a la volonté ferme de travailler pour la population haut-katangaise. Et je le répète encore une fois, il faut que la population s'approprie ce genre de projet et que la population prenne conscience en payant l'impôt foncier ainsi que les autres taxes. La population des 2 quartiers, première bénéficiaire de cette action gouvernementale, a réservé un accueil chaleureux au gouverneur Kaboula et à toute sa suite. Et c'est donc sur cette note que nous mettons un terme à ce journal magazine de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. Le prochain point sur l'actualité, c'est en début de soirée avec aux commandes Gudul Boilia Ilunga. Mais ne quittez pas, après le journal, c'est le foot avec le DSMP qui va tenter de sauver sa saison africaine face à la Renaissance de Berkane. Un match qui se joue ici à Kinshasa au stade de Martyrs. Match qui sera donc diffusé en direct sur nos antennes. Et c'est dans quelques minutes. Excellente journée dominicale à toutes et à tous.